Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Mardi 23 novembre, voici les titres. À la une, la rencontre entre le président de la République et le président du Fonds international de développement agricole. Gilbert Humbo est en visite en Côte d'Ivoire. Les deux hommes ont parlé des investissements dans l'agriculture pour l'élimination de la faim et de la pauvreté. Nous parlerons également de cette tournée de la CEI dans 9 régions de la Côte d'Ivoire. Le top départ a été donné ce matin à l'école de gendarmerie. Objectif, informer et sensibiliser les Ivoiriens sur le processus électoral pour le renforcement de la paix sociale. Et puis en sport, Patrice Baumel demeure le coach des éléphants malgré l'élimination pour la Coupe du Monde Qatar 2022. Mariam Dao Gabala était face à la presse pour se prononcer sur divers sujets, notamment la fin de son mandat et les nombreux dysfonctionnements de la FIFA révélés par les audits. Comme annoncé, on commence avec cette visite du président du Fonds international de développement agricole à Abidjan. Gilbert Humbo a été reçu en audience ce mardi 23 par le président de la République Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur l'installation du bureau régional Afrique de l'Ouest et du centre de FIDA à Abidjan, ainsi que des investissements de cette organisation en Côte d'Ivoire sur la période 2022-2024. Les explications de Pierre Dipomela et de Fulgence Kissiedou. Gilbert Humbo, président du FIDA, Fonds international de développement agricole, et sa délégation reçue par le président de la République Alassane Ouattara au palais de la présidence. L'institution compte ouvrir son bureau régional en Côte d'Ivoire, pays de renommée agricole. La signature d'un accord de siège avec les autorités ivoiriennes va acter cette installation. Nous avons touché à plusieurs points lors de cette interview que son Excellence le président Ouattara a bien voulu nous accorder. D'abord, il s'était agi de l'installation du bureau régional du FIDA ici à Abidjan, où nous allons couvrir toute l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique du Centre. Et donc, le côté logistique et opérationnel. Et sincèrement, le gouvernement, depuis plusieurs mois, tout fait et pour justement faciliter cette installation. Et tout à l'heure, nous aurons l'occasion de signer justement cet accord de siège au niveau du ministère des Affaires étrangères. Nous avons aussi touché la question des investissements que le FIDA fait et que nous projetons toujours de faire dans le cadre du cycle 2022-2024. Le président du FIDA, avant cette rencontre avec le chef de l'État ivoirien, a visité plusieurs coopératives dans le secteur du cacao, ainsi que les investissements de son institution en faveur du genre et de la jeunesse. Il a par ailleurs salué les progrès réalisés par le pays à travers les actions de la première dame Dominique Ouattara au cours de ces dernières années en matière de lutte contre le travail des enfants. Nous informer et nous sensibiliser sur le processus électoral. C'est la mission que s'est donnée la commission électorale indépendante à travers une tournée dans 9 régions de la Côte d'Ivoire. Élection, instrument de renforcement de la paix sociale, c'est le thème de cette tournée. Le top départ a été donné ce matin à l'école de gendarmerie par le président de l'institution électorale. Une occasion pour lui de saluer l'implication de ce corps d'élite dans la sécurisation des scrutins. Le reportage de Thiemé Dongé et d'Aruna Zeba. École de gendarmerie d'Abidjan-Cocody. Dans l'antre de la maréchaussée ivoirienne, le président de la commission électorale indépendante. Il y procède au lancement de la campagne d'éducation citoyenne de son institution. Face aux gendarmes, le président de la CEI décline enjeux et attentes de la caravane de sensibilisation de masse sur l'organisation des élections dans le pays. Ils sont nombreux. Beaucoup de politiques qui ne savent même pas les règles du jeu. Quand j'étais secrétaire général du Conseil constitutionnel, il y a une haute personnalité qui est venue saisir le Conseil constitutionnel en matière de contentieux de l'élection des maires. Alors que c'est un contentieux qui est ressorti à la compétence du Conseil d'État. C'est l'élection des députés et des sénateurs qui est ressorti à la compétence du Conseil constitutionnel. Mais lui, il ne le savait pas. Pour dire que la sensibilisation n'est pas de trop. Donc nous commençons par sensibiliser, et nous ne cesserons de sensibiliser. Le récent cycle électoral émaillé de violence a été marqué par la descente sur le terrain du commandement supérieur de la gendarmerie nationale. Une implication républicaine dans la sécurisation des élections
salué par Ibrahim Kuiber Koulibaly, qui écarte tout retrait du droit de vote aux militaires. Ce qu'on interdit aux militaires, et tout comme aux magistrats, et tout comme aux corps réservés, c'est la manifestation publique de leur position. C'est-à-dire, un gendarme ne peut pas venir dire « Votez M. Kuiber, c'est celui-là qu'il faut ». Et après, on vous voit en train d'assurer l'ordre. Et les gens vont dire « Mais attendez, il va laisser les gens qui ne méritent même pas de voter, voter. Parce qu'il est pour l'un des candidats. » C'est ce qu'on interdit aux hommes en armes. Ce n'est pas l'appartenance qui détermine, c'est le devoir républicain qui est le vôtre qui détermine. Mais ça ne fait pas de vous des parias de la société. Notons que la campagne d'éducation aux élections qui se tient dans 9 chefs-lieux de région s'achève le 3 décembre prochain. Elle va être suivie d'une rencontre avec les partis politiques pour s'approprier la matière électorale. Un sommet sur la traite des personnes aura lieu à Abidjan du 13 au 14 décembre prochain. Une délégation de l'Union européenne à travers Expertise France, organisatrice de l'événement, a échangé à ce sujet avec la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. La délégation conduite par sa directrice départementale a demandé l'appui du ministère pour la réussite de l'événement. On en parle avec Yéli Traoré et Tanguy Kono. C'est à 15 h cet après-midi que la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Miss Belmandogo, a reçu la délégation d'Expertise France. Les deux délégations ont évoqué au cours d'un tour de table les préoccupations liées à l'organisation du prochain sommet sur la traite des personnes qui doit se tenir à Abidjan du 13 au 14 décembre prochain. Dans le cadre du projet d'appui à la lutte contre la traite des êtres humains, qui est un projet régional donc dans 6 pays du Golfe de Guinée, mais qui est basé ici à Abidjan, la tête est ici à Abidjan, et qui vise à apporter un appui, une assistance technique au comité qui gère et qui pilote cette lutte contre la traite des êtres humains à travers les 6 pays d'intervention. Et nous étions venus voir Madame la Ministre pour justement voir où en était le projet, quels étaient les besoins, si de nouvelles priorités étaient apparues, et surtout pour préparer ensemble un atelier régional qui regroupera tous les comités de lutte contre la traite des êtres humains en décembre ici à Abidjan. La ministre de la Solidarité, après avoir remercié la délégation européenne, s'est réjouie de cette rencontre et de l'initiative du sommet sur la traite de personnes, qui constitue une préoccupation majeure du gouvernement ivoirien. La traite des personnes touche tous les pays de la sous-région. C'est un fléau transnational. Les décisions doivent être prises ensemble pour pouvoir endiguer ce fléau-là. Peu importe les résolutions que notre pays prendra, si les autres pays ne suivent pas, ce serait vain. Donc pour nous, cet atelier du 13 et 14 décembre, c'est un atelier qui est le bienvenu, qui permettra aux différents pays de mettre sur la table les résolutions, qui permettra aux différents pays de mettre sur la table aussi les attentes des survivants et des survivants de la traite des personnes. Expertise France est l'agence publique de conception et de mise en œuvre de projets internationaux de coopération technique. Les chercheurs et universitaires ivoiriens sont impliqués dans la lutte contre le Covid-19. À l'initiative du Fonds pour la science, la technologie et l'innovation, ils se sont retrouvés pour aborder les moyens de valoriser cette implication. Le reportage de Yéli Traoré et Eric Kimou. Faire la promotion de chercheurs et d'universitaires ivoiriens œuvrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Telle est l'idée derrière l'organisation des petits déjeuners du FONSTI, Fonds pour la science, la technologie et l'innovation. Nous avons organisé ces petits déjeuners pour 2 raisons. La première raison, c'est d'abord attirer l'attention des pouvoirs publics sur la nécessité d'investir sur la recherche au niveau de la Covid. La deuxième motivation, c'est de montrer à la communauté nationale que malgré la modicité de nos moyens, nous avons des ressources humaines de qualité, nous avons des personnes de talent, donc qui sont prêts, n'est-ce pas, à faire beaucoup de choses en termes de connaissances, de production, de savoir sur la Covid. Depuis l'avènement de la maladie à coronavirus, la communauté scientifique ivoirienne n'est pas en reste dans le domaine de la recherche de solutions. Comme c'est le cas des 2 panélistes de la rencontre d'aujourd'hui qui ont développé les thèmes des défis scientifiques du Covid-19 en Afrique et évoqué l'approche socio-anthropologique et le comportement des Abidjanais face au Covid-19.
J'ai essayé de présenter les défis que l'Afrique a face à la pandémie de la Covid-19, les défis scientifiques que nous avons à faire de la recherche, des défis scientifiques pour la technologie aussi, parce qu'on utilise le matériel de laboratoire. Et nous avons besoin de produire en Afrique tout ce qui peut nous servir pour lutter contre la pandémie. Les Ivoiriens, et l'étude l'a révélé, méconnaissent vraiment la forme asymptomatique de la maladie. Donc, ils ne sont pas sensibilisés au fait qu'on peut être en bonne santé et avoir le virus en soi et le transmettre à autrui. Et je pense que c'est là qu'il faut vraiment les sensibiliser parce que c'est un facteur important pour leur adhésion, non seulement à l'application des mesures barrières, mais aussi à l'acceptation de la vaccination. Le fonds TSI est un fonds de soutien à la recherche destiné au financement de programmes et projets de recherche scientifique et d'innovation technologique de haute qualité, susceptibles d'avoir un impact sur le développement socio-économique et culturel de la Côte d'Ivoire. La campagne de sensibilisation Novembre Bleu se poursuit. Il s'agit d'une campagne dédiée à la sensibilisation sur le cancer de la prostate. L'étape d'hier avait pour cible les hommes des médias. Un dépistage gratuit a été organisé à leur endroit à l'initiative de la Fondation Agir contre les cancers. Cette initiative vise à adopter la bonne information sur le cancer de la prostate qui vient en tête des cancers chez les hommes dans notre pays. Nadia Idja, Eric Kim. Prévenir le cancer de la prostate à travers le dépistage précoce, c'est tout l'enjeu de ce programme initié à l'endroit des hommes de médias par la Fondation Agir contre les cancers. Au menu, une conférence sur la pathologie et un dépistage gratuit pour une soixantaine de journalistes et communicants. On est d'accord que prévention et information égale guérison pour la maladie et pour certaines pathologies, notamment le cancer de la prostate. C'est important d'accompagner ceux qui informent afin que l'information soit la plus crédible, la plus vraie, la plus vérifiée possible. Nous faisons un travail vraiment très absorbant et finalement nous oublions que nous sommes des humains et qu'à tout moment que nous pouvons tomber. Si nous faisons vraiment ce métier de journaliste, ce noble métier, c'est parce que nous sommes en bonne santé. Alors pour pouvoir rester en bonne santé, il faut véritablement profiter de ces initiatives-là. Causées par des facteurs liés à la race, la génétique ou l'alimentation, le cancer de la prostate est pris complètement en charge en Côte d'Ivoire. Toutefois, les spécialistes insistent sur l'importance du dépistage précoce pour éviter les complications qui pourraient conduire à l'ablation des testicules. Lorsque vous ne venez pas vous faire dépister à temps, on a la maladie qui progresse. Vous arrivez à l'hôpital déjà à un stade très avancé de la maladie et ça devient maintenant compliqué pour la prise en charge parce que en ce moment-là, il n'y a plus grand-chose qu'on puisse faire si ce n'est que de vous accompagner avec certaines mesures. Donc on devient médicalement limité à l'offre de traitement qu'on peut vous proposer. En Côte d'Ivoire, sur 17 300 cancers détectés en 2020, 2 757 étaient liés à la prostate. Le dépistage se fait par prélèvement sanguin ou toucher rectal. La guerre est déclarée entre les entreprises de transport lagunaire et les jacentes d'eau, plus connues sous le nom de salade douce. Ces entreprises ont du mal à venir à bout de ces plantes qui refont toujours surface dans le mois de novembre chaque année. C'est un beau spectacle pour les usagers du trafic lagunaire, mais affronter ces grandes plantes flottantes et assurer le service n'est pas toujours facile pour ces entreprises, selon les explications de Nadia Idja et de Mathurin Badé. Nous sommes en novembre. Sur la surface de la lagune ébriée, les jacinthes d'eau font leur grand retour. Un casse-tête pour les pilotes des bateaux et pinasses confrontés à des difficultés de navigation. Souvent même ça bloque même l'hélice des bateaux, on n'arrive même pas à bouger. Autres bateaux obligés de venir remorquer pour aller sur le quai. Sinon franchement ça nous fatigue. Souvent même tu es obligé de plonger pour arriver pour que tu t'envoies les passagers à bord. Actuellement, sur le quai, côté Carena, actuellement, c'est déjà rempli. Pour rentrer, mais c'est 1000 pour 20. Tu peux faire presque 1 heure du temps, 30 minutes à accoster, quoi. Une fois, j'étais au plateau, j'ai traversé et ça a été très difficile. Voilà, mais par la grâce de Dieu, on a pu traverser. Il y a un panique, c'est risqué. Parce qu'on ne sait pas, c'est un engin. À tout moment, ça peut produire des dégâts. Cette compagnie de transport lagunaire, présente dans le secteur depuis 4 ans, fait face au même problème. Chaque année, à la même période, c'est impuissant que les responsables assistent à l'envahissement des salades
ou Jacinthe d'eau douce sur ce plan lagunaire. Ça ne nous permet pas de véritablement accoster comme il le faut. Et puis très souvent aussi, le constat que nous faisons, c'est que ces jacinthes-là même enlisent aussi nos hélices. Donc cela entraîne un peu des perturbations sur nos bateaux. Ça diminue un peu nos différentes courses. Par exemple, si jamais on doit faire 10 courses, ou si on doit faire 15 minutes par exemple, on doit faire par exemple 25-30 minutes à cause des sacs, donc ça va diminuer un peu le nombre de courses, ce qui ralentit un peu notre activité. Des dispositions sont donc prises pour minimiser l'impact sur le service. On positionne les pontons de telle sorte que quand les algues viennent, elles puissent passer avec le courant, pour ne pas que ça se cale sur les différents pontons pour que véritablement on ne puisse pas accoster. Du côté des passagers, on s'interroge sur la gestion de ces déchets par les autorités. Il faut que les autorités de ce côté-là, on parle d'environnement depuis longtemps, mais a priori rien n'est fait. Parce que chaque année ça se répète, On ne sait pas qu'est-ce qu'ils font juste pour que ça soit circonscrit à certains niveaux là-bas, pour ne pas que ça vienne en pleine ville. Ces végétaux aquatiques poussent dans les poches du fleuve Comoé et se déplacent jusqu'à atteindre la ville d'Abidjan. Leur apparition dans les eaux de la capitale s'effectue généralement dans le dernier trimestre de l'année. Le Centre ivoirien anti-pollution, structure sous tutelle du ministère de l'Environnement et du Développement durable, est chargé du retrait de ces déchets naturels. On quitte le transport lagunaire pour venir sur les routes. Si vous habitez Abidjan, vous le savez, il n'est pas du tout aisé de se rendre au travail le matin ou d'en revenir le soir. Pas du tout aisé de faire des courses ou de vaquer à ses occupations. La capitale économique enregistre des embouteillages sans précédent. Passagers, chauffeurs, propriétaires de véhicules livrent une bataille quasi quotidienne contre les bouchons. Le constat de Jean-Michel Quadio et de Tanguy Konan. Tri Séguin est un agent commercial résident à Cocody. Pour se rendre sur son lieu de travail au plateau, il faisait environ 10 minutes en voiture. Aujourd'hui, il faut compter 1h30 minutes de route à cause des embouteillages. Un calvaire pour ce travailleur. C'est beaucoup de désagréments. Et puis bon, nous sommes des commerciaux. Quand un client te dit il faut venir à 10h et tu fais ton programme pour quitter à la maison à 9h, et tu vois que les embouteillages font que tu arrives à 11h, vous voyez, tout ça, ça crée beaucoup de désagréments. Comme Séguin, Condé Sékou est comptable dans une entreprise de la place. Ces embouteillages, à n'en point finir, occasionnent parfois un retard et impactent négativement son service. Son seul espoir, la fin des travaux du 4e pont qui permettra une circulation plus fluide. Le souhait, c'est qu'on puisse réaliser vite le 3e pont pour que le 4e pont plus tôt, pour que l'embouteillage puisse diminuer un peu. Un souhait que veut également voir se réaliser Touré Simplice, agent commercial rémunéré par commission. Ça joue beaucoup sur nos activités, vraiment dans la livraison, parce que nous sommes rémunérés en fonction des chiffres d'affaires. Plateau, Cocody ou Yopougon, aucune commune n'est épargnée par cette densité du trafic. Ces embouteillages mettent à mal le business des transporteurs. Ça, c'est de l'amour pour nous. Avec les taximètres, en tout cas, c'est de l'amour. Parce que quand on veut partir au plateau, même, on peut faire des heures de temps si tu quittes du côté du Palmeraie. Ou soit si tu quittes à Yopougon, ça, on n'en parle pas. Les clients, ils s'en foutent. C'est un arrangement. Dès qu'ils font les arrangements, ils sont assis tranquilles, ils ne s'embêtent plus. Donc, c'est nous qui prenons les pots cassés. On souhaite pour que la vie économique reprenne de façon intéressante, que ça se réalise de façon efficiente et rapide, afin que la stabilité se mette en place. Depuis plusieurs années, le gouvernement a investi dans la construction et la réhabilitation des infrastructures routières, des chantiers en cours sur lesquels les Abidjanais fondent un grand espoir pour en finir avec les embouteillages dans la ville. Le coach des éléphants, Patrice Baumel, poursuivra sa mission malgré l'élimination pour la Coupe du Monde Qatar 2022. C'est l'une des principales informations livrées par la présidente du comité de normalisation de la FIFA. Mariam Daougabala, face à la presse, s'est prononcée sur divers sujets. La question des textes, la fin de son mandat et les dysfonctionnements de la FIFA révélés par des audits. Salif Tialekoui, Eric Kimou. Patrice Baumel va poursuivre l'aventure à la tête des éléphants pour mieux préparer l'échéance future qu'est la Coupe d'Afrique des Nations qui s'ouvre en janvier au Cameroun. Telle est la décision du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, présidée par Mariam Daougabala, qui a fait ce mardi un point de sa gestion. Nous sommes à un mois d'une CAN
qui est importante, que nous voulons gagner. Et je pense qu'il aurait été vraiment irresponsable de changer de coach maintenant. Par contre, des mesures correctives vont être mises en œuvre. Les points saillants de l'audit. Le premier, ça a été des paiements effectués sans facture à une société. Le second, ça a été le cas régie. Le troisième, c'était sur le contrat Jean-Marc Guillou. Le quatrième, c'était sur les stocks. Pour moi, je pense que c'est vraiment les aspects saillants. L'autre élément que l'audit a relevé, ce sont des décaissements non autorisés. Quant à l'épineuse question du parrainage et de la caution pour briguer la présidence de la FIF, voici la nouvelle donne. Ce qui est retenu, c'est 4 parrainages. 4 parrainages, n'est-ce pas, de club ou de groupement d'intérêt. Et ou de groupement d'intérêt. Les 4 parrainages peuvent venir, n'est-ce pas, des clubs de Ligue 1, ou des clubs de Ligue 2, ou des groupements d'intérêt, etc. Peu importe, toutes les combinaisons sont possibles. Dans les textes, il fallait une caution de 5 millions. Et nous-mêmes, on s'est dit 5 millions, c'est peu, parce qu'il faut aussi financer les élections. On a mis à 10 millions. Ils ont dit, ce n'est pas démocratique. À la FIFA, maintenant, on souhaite qu'il n'y ait pas du tout de caution. Le Conor FIF a été mis en place conformément à une décision de la FIFA prise en décembre 2020 suite au blocage du processus de renouvellement des instances dirigeantes de la Fédération ivoirienne de football. Fin de ce journal sur cette note sportive. Merci de votre fidélité et bonne suite de programme sur la nouvelle chaîne ivoirienne.